Les prêcheurs des cités de Sigmar disent qu'une noble nouvelle arrive. Chaque jour sonne la cloche du croisé, et de vaillants et hauts forts partent sous les acclamations des citoyens. Ces hommes et femmes vaillants défient l'enfer que les royaumes sont devenus, repoussent la souillure du chaos et érigent des bastions pour la gente mortelle. Ceux-là, convaincus que du haut d'Azir, leur dieu roi observe le combat et leur donne la force et la conviction de la rectitude. Mais Sigmar n'est pas la seule puissance en ces malheureux royaumes. La rage éthérique de Gur, le royaume des bêtes, bat sourdement et pousse les terres et les monstres à un pic de sauvagerie. Avec ce furieux battement de cœur vibrent d'autres notes discordantes. Sous le volcan, les ardents fils de Grigny guerroient contre des bêtes à la peau de pierre et leurs alliés hurlants dont le déferlement s'intensifie de jour en jour. On reporte 1000 malheurs aux frontières de l'empire de Sigmar en expansion. Des pluies noires sans fin, des prophètes encapuchonnés, des vagues de désespoir et des colporteurs de suppliques damnées. Une anxiété croissante se déverse dans un chaudron de doute et d'aucuns murmurent qu'une seconde noirceur menace de recouvrir les royaumes. L'égal de cette folie qui leur fut presque fatale. Or, si une chose demeure inviolable depuis des siècles de conflits, c'est l'appel du combat. Quel que soit le mal qui guette la trame du destin, il sera accompli ou défait comme toujours par l'épée, l'écu et le marteau. Allez, on est parti les amis, on attaque avec le premier chapitre qui se nomme Pluie de doute. Dans tout l'éternel renouveau, les eaux sacrées pleuvaient dru pour tenter de tenir la tremblose en échec. Alarielle, la reine éternelle, avait invoqué une averse de guérison incessante. Or, tandis que la population d'Amerol Giran fêtait cette vague de renouveau, la gêne s'installait chez ses dirigeants. Donc on a notre petite introduction sur ce premier chapitre qui va mettre en avant Alarielle, la reine éternelle, qui est une déesse alliée à Sigmar. Ça n'a pas toujours été le cas, mais à l'heure d'aujourd'hui, dans l'histoire, ils sont alliés et c'est elle qui va essayer de contrer l'invasion de Nurgle. Donc, qu'est-ce que c'est déjà la thrombose? Parce que vous avez entendu, pour tenter de tenir la thrombose en échec, la thrombose est une épidémie envoyée par Nurgle pour venir saper en fait les défenses qui se trouvent en Amerol Giran, donc dans le royaume de la vie, mais pas que, hein, dans tout, vraiment, c'est une peste qui s'est propagée dans tout le royaume et aussi dans Amerol Akshi parce qu'elles sont liées les deux via cette porte, cette énorme porte de royaume. Donc on a vraiment des agressions de toutes parts, en extérieur, en intérieur de la ville. Et pour le coup, cette thrombose vient vraiment saper le moral et créer une vague de désespoir chez les cités de Sigmar. Et il faut à tout prix empêcher cette propagation car c'est vraiment un problème pour le développement et la suite des croisades. Donc Alarielle va décider de contrer cette thrombose, cette peste en créant une pluie qui va venir guérir, soigner toutes les zones atteintes par cette épidémie. Autant la flore que la population. Et ça c'est très important parce que ça va redonner du moral aux troupes, aux personnes qui habitent dans la région et ça va venir vraiment contrecarrer les plans de Nurgle. Donc elle va créer comme ça des pluies qui vont venir s'abattre un peu partout dans les royaumes. Malheureusement, l'intensité de la pluie n'est pas la même dépendamment de où on se trouve dans le royaume de la vie, où on se trouve aussi dans la cité à deux queues. Donc elle va essayer de cibler les zones les plus importantes. Les pluies vont venir nettoyer le sol, recréer de la fertilité, repermettre une production parce que la thrombose, cette peste, vient dégrader, vient tuer l'humanité, mais pas que, ça vient aussi avec une vague une vague de putrescence qui vient aussi dégrader tout ce qu'il y a autour, les arbres, les forêts, l'eau, etc., etc. Donc ça vient contaminer vraiment tout ce qu'il y a autour, tout ce qui permet à la vie en fait de se développer. Mais pour Papy Nurgle, la vie ne se résume pas à l'humain et lui, il trouve la vie dans chaque chose, dans chaque bactérie, chaque virus. Donc pour lui, c'est une véritable création que de lancer cette épidémie. Donc Alarielle va tenter tant bien que mal de venir contrecarrer les plans de Nurgle avec cette pluie, mais malheureusement Alarielle elle a des saisonnalités, donc c'est pas quelque chose qui va pouvoir durer indéfiniment. Il y a un cycle qui se crée et elle va comme ça d'ici et là pouvoir soigner un petit peu les gens. Et grâce à elle, on va retrouver une population heureuse. Les gens vont ressortir, vont pouvoir se baigner dans les bassins, chanter ses louanges et reprendre leur activité quotidienne et du coup pouvoir
continuer et préparer ses croisades Éophore, et ça c'est le plus important. Mais ce n'était pas le cas pour tout le monde, et on avait Dame Nadiane Verguillon, la matriarche de Guiranis, qui était une des dirigeantes de Amerol Guiran, donc du côté de la vie, qui elle était assez sceptique, qui était emplie encore par beaucoup de désespoir, et elle sentait que ça n'allait pas régler le problème, mais ça allait juste le ralentir. Et elle avait bien ressenti, parce qu'en fait un duel de pluie allait commencer à s'opérer entre Nurgle et Alarielle. D'un côté Nurgle qui va répondre aussi avec des pluies pestilentielles, et Alarielle qui va continuer à envoyer ses pluies de guérison. Donc on est vraiment sur un duel entre Alarielle d'un côté, Nurgle de l'autre, des pluies qui tombent dans tous les sens et chacun essaie de prendre le dessus sur l'autre. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, Alarielle a des cycles de vie et elle ne peut pas continuer éternellement à faire tomber sa pluie. Ce qui est avantageux bien évidemment pour Nurgle et problématique pour tous les habitants de la région. Entre-temps, les conflits continuaient, il y avait la guerre aux extrémités des royaumes et malheureusement certaines troupes, certaines garnisons ont dû quitter leur avant-poste pour venir en Amerol, pour venir à la défendre, parce que si Amerol tombait, c'était un petit peu la fin des cités de Sigmar, parce que comme je vous ai dit, c'est la capitale des cités de Sigmar. Donc on va avoir des avant-postes qui vont se vider pour revenir sécuriser le centre, pas que en Amerol Guiran, mais un peu partout. Donc on va avoir certains avant-postes qui vont être quittés, des combats qui vont se créer un petit peu partout, en plus de cette peste qui se propage. Malheureusement, comme j'ai dit, les Stormcast ne peuvent pas être partout. Ils sont envoyés chirurgicalement à certains moments pour venir faire pencher la balance du côté de Sigmar, mais leur effectif est assez réduit et ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Donc l'humanité fait comme elle peut pour survivre à toutes ces menaces. D'un côté Nurgle, d'un autre côté Khorne, des conspirateurs au sein même de la ville. Là, les cités franches et Amerol n'est vraiment pas en bonne posture. Et on va avoir un nouvel intervenant qui va faire son entrée, Sir Gerion, le noble Sir Gerion, car il nous explique que, hors ce véritable catalogue d'atrocités était tissé d'une histoire plus étrange. Au nord de Verdia se trouvaient des bastions où l'on révélait des traces de combats et des cadavres à demi dévorés, mais sans trouver de corps intact ni de traces de peste, et des graffitis sanglants rendaient grâce au noble Sir Gerion. Ce Sir Gerion qui a proclamé allégeance au roi de l'été, donc on entend des rumeurs de ce noble qui viendrait combattre en fait les guerriers de Nurgle. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on sait juste qu'on retrouve des cadavres à demi dévorés et aucune trace de peste, ce qui est anormal parce qu'un humain n'est pas capable naturellement de résister à la peste de Nurgle. Donc je pense que pour les plus perspicaces, vous savez de qui il s'agit, mais pour les autres, je vais vous laisser le découvrir dans la suite de l'histoire. Chapitre 2. Départ des émissaires. L'épidémie de thrombose portait ses fruits sur les terres de Guiran, jugeaient les serviteurs du grand-père Nurgle. Malgré tout, il y avait des incohérences dans sa diffusion, des aberrations qui frustraient ses intendants, car leur malédiction n'était pas seule à se propager dans le royaume de Jade. Et là, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe en Guiran? Donc Alarielle se rend compte que c'est bien Nurgle qui est à l'origine de cette thrombose, mais ce qu'elle découvre, c'est que maintenant on va avoir des émissaires du déclin qui vont être là, qui vont être des genres de réceptacles et qui vont propager, qui vont aider à propager cette thrombose et qui vont insuffler une vague de désespoir. On va avoir du coup la Varanguard, le cercle intérieur d'Archaon, qui va ordonner au putre sang de Nurgle, à ses héros, à ses émissaires, d'aller porter un coup dans le royaume de la vie, d'aller combattre Alarielle et de propager cette épidémie pour venir stopper l'avancée des cités de Sigmar et de pouvoir l'empêcher de commencer sa grande croisade qui débuterait en Amerol. C'est un petit peu atypique de voir la Varanguard donner des ordres aux putres sang et leur ordonner d'aller faire telle ou telle mission, mais en fait ils se sont mis comme un accord
parce que ça les arrangeait aussi de voir Alarielle dépérir. Donc c'était vraiment du gagnant-gagnant pour les deux. Il faut savoir que le cercle intérieur, du moins la Varanguard, obéit à Archaon et que les Putrescents, eux, n'obéissent pas à Archaon malgré le fait que c'est l'élu éternel. Ils sont sous les commandements entre guillemets directement de Nurgle. Mais comme je vous ai dit, Archaon c'est l'élu éternel, celui qui a reçu les bénédictions des 4 dieux. Donc il a normalement la possibilité de commander un petit peu n'importe qui. Donc les guerriers de Nurgle s'exécutent, vont à la guerre et continuent de propager cette peste, mais ils la font façon Nurgle. Ils prennent leur temps, toujours avec 7 jours de calamité avant de porter le coup de grâce. Et ça ne convient pas à la Varanguard qui trouve que c'est vraiment trop lent. Alors ces émissaires ne sont pas nouveaux, hein. C'est des guerriers qui étaient là depuis bien longtemps, sauf que c'est la première fois qu'on les voit sortir autant en masse. Ils avaient pour habitude d'opérer un petit peu chacun de leur côté. Là on a une contre-croisade entre guillemets qui est fait par Nurgle sur Alarielle. Leur but ça va être vraiment de prendre le dessus et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller voir Rotigus. Donc Rotigus c'est le démon majeur de Nurgle. Ils vont aller lui demander de lancer sa plus grosse peste et c'est la première fois depuis l'âge du chaos que Rotigus va balancer sa plus grosse peste, sa plus grosse pluie, cette tromblose un peu partout dans le royaume et on va avoir cette grosse confrontation encore une fois, Rotigus d'un côté, Alarielle de l'autre. Donc quand je disais tout à l'heure Alarielle versus Nurgle, faut savoir que Nurgle lui n'est pas dans le domaine de l'humanité, il est dans un plan différent, le royaume du chaos, donc à chaque fois il agit à travers ses démons, à travers ses serviteurs. Et là en l'occurrence il va agir à travers Rotigus. Mais il se passe quelque chose de bizarre et un des émissaires de Nurgle, un des Putrescents qui s'appelle Fulgoth le Ladre, se rend compte que la tromblose n'est pas partout pareil et il y a des endroits où c'est exempt de peste, où il n'y a pas de maladie et il se dit c'est pas normal. Et ce qu'il va faire c'est qu'il va décider un petit peu de lire telles des divinations dans les personnes contaminées dans ces cadavres de thrombose pour voir qui est à l'origine de ce contre en fait à la maladie, de ce contre à la thrombose. Et suite à cette divination, il y a 3 mots qui vont sortir. Le premier c'est Sir Gerion, le deuxième c'est Verdia, c'est la zone, et le troisième c'est Longchamp, c'est le bastion. Donc Fulgoth se rend compte qu'il y a un certain Sir Gerion dont il a déjà entendu le nom, qui est en Verdia, plus précisément dans le bastion de Longchamp. Donc il décide de prendre son armée et d'y aller pour le retrouver et pour voir ce qui se passe réellement. Le bastion de Longchamp avait jusque-là échappé au déluge de Rotigus. Mais Fulgoth et ses disciples, sous la conduite de ses frères fiévreux personnels du cercle du malheur, se mirent en route au devant des pluies pour répondre les 7 signes funestes. Donc ces 7 signes, c'est les 7 jours qui vont passer avant l'assaut final. Ainsi s'ensuivirent le dépérissement du bétail, l'entachement des idoles, le son des cloches corrodées. Au 7e jour, Fulgoth et son cercle s'en vinrent, sans hâte massacrer les derniers défenseurs de Longchamp avant d'incendier le lieu. L'émissaire patienta. Il attendait cette venue, il attendait la venue de ce fameux Sir Gerion. Les proies des Putrescents apparurent après le crépuscule, appâtés par la fumée polluée. De loin et dans la pénombre, on leur aurait prêté fière allure, voire une certaine majesté. Des hommes d'armes, flanqués d'imposants champions, sous la houlette d'un personnage bardé d'atouts qui tenait un sceptre. La vérité n'apparaît que sur la lueur lunaire. Les soldats étaient voûtés, leur regard était celui d'aliénés, leur faciès bestiale avait la gueule encroûtée de sang, tandis que les chevaliers évoquaient des ogres difformes. Cette délégation de cannibales avait un maître. Fulgoth avait entendu parler de la démence des ghouls, mais il peinait à croire que l'être attifé d'ossements qui baragouinait en agitant sa faux devant lui était le Sir Gerion dont la rumeur colportait les exploits héroïques. Et oui les amis, et oui, Sir Gerion est en fait un ghoul. Donc dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, les Flesh Eater courtes. Donc on a d'un côté Fulgoth, ce héros, cet émissaire de Nurgle, de l'autre côté, on a Sir Gerion, ce héros des Flesh Eater courtes. Donc il faut comprendre en fait dans l'histoire de Warhammer Age of Sigmar, les ghouls sont empris de démence. Les héros ghouls propagent une sorte de magie qui vient aliéner, qui vient rendre complètement fou les personnes autour et qui va les transformer au fur et à mesure
en ghouls. Et en fait, ces guerriers-là, eux, dans leur tête, pensent que c'est des nobles chevaliers. Et ils vivent dans un temps qui n'existe plus parce que pour eux, ce Longchamp, ce bastion, n'est pas Longchamp, mais était Stametia. Donc une ancienne ville, un ancien bastion qui n'existait plus dans les cartes actuelles, mais qui était présente dans de vieilles cartes. Donc ils vivent vraiment dans un temps passé. Ils se prennent pour des nobles chevaliers. Donc le roi, sa cour, ses chevaliers, ses hommes d'armes, et ils sont là pour répondre la justice. Donc c'est une aubaine en fait pour les guerriers de Sigmar parce que ça va leur permettre un petit peu de bloquer cette avancée des putres sang et ça va leur donner un second souffle. Et du coup c'est un gros problème pour les émissaires de Nurgle parce que ça pourrait donner du temps aux cités de Sigmar, surtout à Hammerhall, pour créer sa fameuse croisade Eofor, sa plus grosse croisade. Donc un conflit va naître entre les deux. Fulgoth ne voyait pas en Sir Gerion une grosse menace, il pensait pas que Gerion pourrait vraiment le menacer, mais il avait peur qu'il recrute d'autres partisans, revienne plus tard et là pose un gros problème. Donc il s'est dit, on va les affronter maintenant et on va mettre un stop à cette avancée et on pourra reprendre comme ça nos activités. Donc on va voir cet affrontement, Sir Gerion d'un côté, Fulgoth et ses putres sang de l'autre, et on va voir ce qui se passe dans le chapitre suivant. On attaque le chapitre 3, Désespoir et Illusion. Les décombres de Longchamp furent le théâtre d'un affrontement aussi brutal que bizarre, une bataille entre les serviteurs de la déchéance et ceux de la folie. Nourris du désespoir de la plèbe massacrée de la bourgade, les putres sang étaient implacables, mais l'apparence de Sir Gerion était trompeuse. Donc l'affrontement va commencer entre Sir Gerion et ses ghouls et Fulgoth et ses putres sang. Ils nous disent bien que les troupes de Fulgoth étaient moins nombreux en nombre, mais pas en force. On sait très bien que les guerriers de Nurgle sont des guerriers d'élite, résistants et emplis de désespoir et des bienfaits de Papy Nurgle. Ils s'avançaient sur deux, prêts à châtier Sir Gerion. Fulgoth, lui, était un guerrier taciturne et amer. Contrairement à ses frères d'armes, c'était quelqu'un qui ne parlait pas. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des guerriers joviales dans l'armée de Nurgle, mais lui n'était pas comme ça. La bataille commença, les affrontements commençaient à se faire sentir, des ghouls ailés commencèrent à combattre contre des putres sang montés sur mouche, et Fulgoth lui ressentit un certain malaise, comme un mauvais pressentiment qui le rongeait de l'intérieur. Il savait pas ce que c'était, mais il fallait qu'il mette un terme à ça. Donc il commença à chercher Sir Gerion sur le champ de bataille pour mettre un terme à l'affrontement le plus vite possible. Fulgoth balançait sa faux à droite, à gauche, balançant des malédictions et la tremblose à toutes les ghouls qui croisaient son chemin. Il continuait à chercher Sir Gerion sur le champ de bataille car il avait toujours cette appréhension qui lui nouait les tripes. Il finit par le trouver à côté d'un énorme garde du corps, éperonant sa monture à la chair insensibilisée par la pourriture jusqu'à en faire couler du plus sanguignonnant. Fulgoth chargea et dégaina une épée à l'aspect si délabré que des écailles de rouille en tombèrent. Un malaise immédiat se fit sentir au creux du ventre de quiconque se trouvait aux alentours. C'était le genre d'arme rouillée avec lequel les émissaires transmettaient la tromblose jadis, en abattant des champions, avant que la Varanguard ordonna d'en faire une plaie d'envergure pandémique à l'échelle d'un royaume. Une sorte de mucus dégoûta de la lame quand Fulgoth la tendit vers Gerion en éructant une invocation. De la pointe émana une onde d'angoisse visible, la substance des rêves brisés et des espoirs anéantis. Elle passa telle une faux à travers les ghouls, même les plus massives. Chez certaines, l'illusion faiblissait suffisamment pour que la terrible réalité de leur existence les pousse au suicide. Gerion lui-même n'était pas immunisé. Sous l'effet de la maladie, la chair balafrée du héros se couvrit d'escarres moirâtres. Manifestation physique des doutes qui pouvaient subsister sous les strates de démence. Si Fulgoth avait eu un visage de mortel, il aurait pu sourire quand il imprima à l'épée un mouvement de torsion qui intensifia l'excès de tromblose et mit le héros à genoux. Donc on va voir Fulgoth qui va charger et porter le premier coup à Sir Gerion, mais le noble n'a pas dit son dernier mot. Et malgré les afflictions de cette thrombose, de cette maladie qui commence à le ronger, il va attraper son bâton tout en se tordant de douleur, récupérer un os, le briser. De cet os jaillit une genre de marée de sang qui commença à éblouir Fulgoth et à venir contrecarrer et soigner
toutes les goules aux alentours. Fulgoth a dû se couvrir les yeux une fois que cette lueur et ce sang jaillit, et de là des visions de folie commençaient à s'emparer des putres sangs et de Fulgoth qui étaient présents aux alentours. Grâce à ce sortilège, Sir Gerion réussit à contrecarrer la thrombose et à reprendre le dessus sur Fulgoth, et en même temps il va pouvoir soigner et contrecarrer cette propagation de la thrombose. Un coup de magie de maître de la part de Sir Gerion qui a été sous-estimé par Fulgoth. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui le rongeait, et je pense que ce quelque chose, c'était en fait ce mauvais calcul de la force, de cette capacité en fait que Sir Gerion avait à manipuler, à créer comme ça la folie autour de lui et la démoncer. On se rend compte en fait que ce Sir Gerion et que ces héros ghouls ont une capacité magique énorme à créer la démence et la folie autour d'eux pour pouvoir tenir tête comme ça à un héros, à un élu des guerriers de Nurgle. C'est que Sir Gerion, il est quand même là, il a vraiment un gros level. Le rituel lancé par Sir Gerion était tellement puissant, tellement fort, qu'il balaya la vague de désespoir apportée par les guerriers de Nurgle, et en plus de ça, son sort enleva les bienfaits de résistance apportés par les bénédictions de Nurgle. Les guerriers de Nurgle se sentaient nus, fragilisés par ce sort, et Fulgoth n'avait plus le choix. Malgré son envie de continuer, il devait faire marche en arrière et renoncer à ce combat. Et c'est à cet instant-là que la bataille bascula. Le sort lancé par Sir Gerion permit à toutes les ghouls autour de venir se rallier à lui, et en fait c'était vraiment pour eux un vent de fraîcheur, une nouvelle vie, un nouveau souffle qui arriva et qui permit du coup aux ghouls de prendre l'avantage sur les guerriers de Nurgle. L'émissaire du chaos n'avait plus le choix. Il commença à prier Nurgle pour lui demander des bienfaits supplémentaires et venir l'aider sur le champ de bataille. Mais le sort de Sir Gerion était tellement puissant que les prières du héros de Nurgle ne marchèrent pas. À ce moment-là, Fulgoth n'avait plus le choix. Il était obligé de sonner la retraite. Ordonnant à ses guerriers de sonner sans délai leurs tocsins corrodés, Fulgoth se détourna et éperonna sa monture qui partit à un galop incertain. Ses frères fiévreux qui parviendraient à le suivre retourneraient en territoire pestiféré. Ceux qui n'y parviendraient pas finiraient dévorés par des cannibales hurlants. En s'éloignant au galop de Longchamp, Fulgoth entendit les ululements de Gerion et de ses disciples qui manifestaient leur dévotion envers le roi de l'été et de la charogne.